Enfin, une question peut-être pour la première équipe. En fait, donc j'aime bien l'idée de vote pour voir on arrive à trier les piles qui marchent, les piles qui ne marchent pas, mais c'est qui pour vous l'utilisateur ou le client type de ce... Parce que moi, personnellement, je n'ai pas des tonnes de piles chez moi pour me trier, par exemple. Qu'est-ce que vous visez avec cette box, par exemple? Donc, le premier qu'on avait repéré, c'est le consommateur qui donc, a beaucoup de piles donc, en informatique. C'est beaucoup de gadgets qui demandent d'avoir un certain nombre de piles. Quand vous faites de la photographie, vous avez besoin d'avoir plusieurs piles pour les appareils photo. Donc, si possible, de pouvoir les recharger pour les utiliser plus souvent. Donc, ensuite, on a bien d'autres consommateurs sur lesquels on ne s'est pas trop attardé parce qu'on n'avait pas trop de temps. Mais c'est les parents qui ont beaucoup d'enfants, qui ont des tonnes de jouets qui fonctionnent avec des piles et qui ne savent jamais si l'objet fonctionne encore, si la pile fonctionne encore. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la pile, elle peut être utilisée dans un jouet. Et à un moment, le jouet ne va plus marcher. Et c'est que la pile, elle est plus assez puissante pour ce jouet-là, mais elle peut se réutiliser ailleurs dans d'autres produits. Donc c'est plusieurs clients qui ont fait pour le moment. Je peux étayer la réponse. En France, c'est 600 millions d'unités vendues chaque année de piles alcalines. Donc on a l'impression qu'on n'en utilise plus. Il y a beaucoup de journalistes qui nous l'ont dit, mais en fait on en utilise beaucoup et de plus en plus. Notamment tous les objets avec système de data embarqué, etc., consomment des piles alcalines qui avant n'étaient pas produites pour ça en fait. Donc on en consomme plus. Chaque année c'est 7 billions de dollars en fait le marché mondial, avec une croissance de 4 à 5%, je crois. Ça continue de grandir. Une question pour justement le porteur de technologie de projet. Est-ce que l'objectif, la réponse peut être d'ailleurs les deux, est-ce que l'objectif c'est qu'il y ait cette Rainbox dans tous les foyers, ou est-ce que c'est qu'elle soit dans certains lieux dans lesquels tout le monde irait? Quelle est la diffusion en fait, dissémination? Au tout début, avant d'arriver en fait à ce prototype-là et à l'idée de faire porter le projet par des bêta-testeurs qui vont eux porter la parole de comparer des piles, parce que c'est assez délicat de dire de comparer des résultats de fabricants très puissants. On avait imaginé faire des systèmes pour les tiers-lieux, des Fab Labs uniquement. Et en fait, on a réorienté le projet pour être encore plus petit, encore plus efficace. Et on s'est dit que si on s'adressait que aux Fab Labs, on ne serait pas soutenu par toute une partie de la population qui souhaite aussi avoir peut-être chez elle en fait un système qui permet de recharger toutes les piles, y compris les alcalines. J'ai aussi une question pour toi. Est-ce que tu pourrais un peu étayer peut-être ce qui pourrait être fait dans les pays en développement? Parce que ça paraît quand même des zones à fort potentiel, étant donné que c'est des endroits où on réutilise, on a l'habitude de réutiliser pas mal de choses, et aussi de fabriquer les choses soi-même. Donc typiquement la box semble assez accessible. Ouais, alors typiquement nous, en tant qu'Européens, on trouve ça assez rigolo, et puis c'est bien parce que c'est écologiquement cool et tout. Mais on a déjà été contacté par des gens en Tanzanie, au Bénin, au Laos, qui ont les crocs avec ce projet, qui n'attendent qu'une chose, c'est d'avoir la version avec Arduino pour tester les piles qu'ils ont chez eux. Typiquement en Haïti aussi, ils sont hyper intéressés parce que notamment ils ont des Rayovac de très mauvaise qualité. Parce que chaque pays a ses normes en fait sur les electronic devices et les piles n'échappent pas à ces normes. Donc en fait tu peux avoir au Laos des piles très mauvaises en fait. Et de l'autre côté, des gens qui sont dans une forme de précarité parce qu'ils font les devoirs le soir avec une pile électrique alimentaire avec des alcalines. Et du coup, pour rebondir là-dessus, parce que je pense que c'est un très bon point, question qui en fait peut s'adresser un peu aux deux groupes et à toi en même temps. Sur un modèle comme ça, comment vous imaginez le modèle économique en fait? Est-ce que ce serait de dire que la version pédagogique, par exemple, pour des consommateurs dans des pays européens vont finalement subventionner le fait de faire la promotion de la version open source qui sera accessible sur des pays émergents, ou est-ce que c'est plutôt de dire qu'on va chercher à commercialiser les kits un petit peu partout? L'idée c'est quand même de commercialiser un petit peu partout parce que c'est des centaines de tonnes qui sont vendues chaque année en fait. En France c'est 25 000 tonnes par exemple. Alors qu'en France elles sont en plus triées, recyclées, 30%, etc. Alors qu'il y a plein de pays où ça va polluer tout simplement l'eau. Certaines piles alcalines dans certains pays qui n'ont pas la norme anti-mercure
ont encore du mercure en fait dans leurs composants. Donc il y a vraiment un peu une espèce d'urgence sanitaire. Et nous, on n'a pas de prévision du truc en fait. On est en train de le faire. On l'a exhumé il y a une année avec cet ingénieur. On a mis un an en consultant aussi un peu des gens pour essayer de border le truc et de ne pas faire de bêtises, parce qu'on s'adresse quand même aux marchands de piles. Et on ne sait pas où on va, mais on a envie de diffuser, de faire avancer la question. Et nous, on est déjà en fait sur des questions sur les batteries de voitures et les batteries pour stockage saisonnier, etc., pour les maisons, par exemple. Donc ce qu'on vient d'exhumer en fait par la pile alcaline dans le projet paléo-énergétique, nous, si on dégage des financements, en fait, on va pouvoir financer en fait, d'autres recherches sur la question du stockage de l'énergie de manière un peu plus large. Nous, en termes de réponse, c'est pareil, les kits, mais c'était plus comment avoir le plus de data possible. Donc le fait de passer par les écoles, ça nous permettait d'avoir beaucoup de data facilement, rapidement. Parce que puisque sur rebondir sur la data, j'avais la question. Tu disais on revend la data, les stats à qui? Qui est intéressé par ça? Alors toutes les associations de consommateurs peuvent être intéressées, mais également pour faire du benchmarking au niveau international sur les piles. Je pense que ça peut quand même intéresser les constructeurs de piles. Parce que les études de marché, c'est quelque chose d'extrêmement cher. Et là, on a des données qui sont concrètes, vérifiées et en plus internationales. Je peux intervenir même si c'est pas, même si je mets un peu les pieds dans le plat. En fait, ce qu'on fait avec les 50 premiers bêta-testeurs, c'est qu'on publie ces résultats. Donc pour l'instant, peut-être on pourrait faire aux États-Unis un benchmarking et puis le vendre, peut-être. Mais l'idée c'est de le mettre à plat et d'ouvrir en fait les données sur les contenus énergétiques des piles pour qu'on puisse vite les comparer et pour éventuellement récompenser ceux qui font des très bonnes qualités de piles et pénaliser ceux qui font des piles qui sont pas honnêtes, quoi. Après, si on revient au business model, en fait, on a identifié différentes manières de vendre ce kit. Donc, il y a le kit qui aurait une valeur en tant que telle, et après, on imagine différents niveaux à l'intérieur, à savoir une programmation de contenu pédagogique qui serait peut-être un niveau 2 et que, en fait, les professeurs pourraient agrémenter. Et après, toute une dimension de formation à cet outil-là, dans le cas où finalement on soit face à des professeurs qui n'aient pas toutes les compétences pour le mettre en œuvre. Et donc ces formations-là, ce serait aussi une source de revenus qui pourrait potentiellement appuyer d'autres modes de financement. Nous on a surtout vu la valeur, en fait, pas dans le rechargement de la batterie, parce qu'on a vu certaines limites, en tout cas, dans le fait que si on doit savoir qu'on ne peut pas recharger une batterie en dessous de la moitié de sa capacité parce qu'elle est descendue trop bas, ça veut dire qu'il faut avoir un outil pour tester, pour voir si j'utilise mes écouteurs avec une batterie, il faut que je puisse voir, ah d'accord, elle est à ce stade-là, si je ne l'enlève pas maintenant, je ne pourrais pas la réutiliser. On a vu qu'il y avait plus de valeur plutôt dans le fait de pouvoir évaluer les performances des batteries, pour avoir des données dessus, d'utiliser ça comme outil pédagogique, parce que au final, si les gens n'utilisent pas des batteries rechargeables aujourd'hui, c'est pour une raison, et elles sont variées, mais on ne peut pas forcer les utilisateurs à recharger leur batterie. Si c'est un mode, enfin, on peut les encourager, on peut faire leur dire que c'est mieux écologiquement, etc. Mais à la fin de la journée, ils n'auront pas forcément envie de recharger leur batterie, et ça, on ne peut rien faire. Moi, j'avais juste une question sur le modèle économique. Ça coûte à peu près combien aujourd'hui une box? Vous voyez quoi comme prix de vente cible? Et du coup, est-ce que l'incitation Facile. Non, mais est-ce que l'incitation à recharger, c'est une incitation purement économique ou pas? Et est-ce que vous envisagez potentiellement un outil intermédiaire, un outil dégradé, je ne sais pas comment on peut dire, mais qui ne fasse pas la charge, mais qui au moins juste permette de dire aux particuliers, de comparer toutes ces piles, de se dire celle-là elle est chargée, elle n'est pas assez chargée, du coup est-ce que je l'utilise, ou est-ce que si elle est morte, c'est le jouet qui est mort ou c'est la pile, quoi. Est-ce que vous imaginez un peu des modèles comme ça? En fait, on est devant plusieurs modèles, c'est-à-dire qu'on est en train de concevoir ce premier en fait avec un PCB imprimé sur lequel tu vas venir souder tes composants, okay. Avec un Arduino à côté qui est hyper cher. Voilà. Et puis on nous propose déjà d'imprimer en fait un chip qui a tout, avec un faux Arduino dedans mais qui fait exactement la même chose que les Arduino.
qui lui va être hyper compétitif en termes de prix et de massification. Donc on est un peu entre ces deux trucs-là. Sur le modèle justement qui serait construit de manière optimale, c'est À votre avis? Comme tout ce qui est fabriqué, y compris les Arduino de Chine. Y compris tous les composants qu'on achète, qu'on a soudés, les LED, les composants, etc. Tout ça, c'est fabriqué en Chine, c'est pas fabriqué en France. D'ailleurs, en France, juste pour signaler, il n'y a plus de fabricants de piles alcalines. Même s'ils ont été initiateurs des brevets il y a quasiment 100 ans. Une dernière remarque? Je sais pas si j'ai répondu, faut me reprendre si je réponds pas aux questions. Non, si jamais vous avez un élément de coût, ça c'est intéressant, mais bon, on entend. Juste un petit détail, aujourd'hui ça existe déjà des testeurs de piles, ils sont même quelquefois distribués par les producteurs de piles eux-mêmes, personne s'en sert. Si je peux juste poser une question. À l'équipe de ce je trouve votre idée, le champ d'expérimentation, elle est dans les collèges, voire dans les lycées d'ailleurs, voire dans les écoles pour sensibiliser, pour donner un kit. Je trouve que c'est très intéressant de diffuser les technologies, ça c'est génial. Mais ce que j'ai pas perçu dans votre proposition déjà, c'est le bénéfice que vous pourriez en tirer aussi, mis à part les guillemets, quant à la compétence qu'il y a sur place. Il y a un certain nombre de projets, notamment open source hardware, qui passent par là en fait, un modèle qui s'appuie sur une diffusion en fait, de certaines écoles. Et leur principal bénéfice, alors c'est quelques milliers d'euros qui touchent au passage, mais c'est surtout toutes les contributions, tous les élèves qui passent dessus, les profs qui passent du temps aussi, et l'évolution de leurs propres produits, les gros touchages. Ça, je pense que dans un modèle gagnant-gagnant. On l'appelle cliquer, mais on l'a. D'accord. En gros, on a anticipé, enfin, on va faire une sorte de test dans un premier temps où on convoque des professeurs pour tester justement la Regen Box. Et l'idée, c'est qu'on identifie avec eux des valeurs ajoutées qui correspondent à des programmes de l'éducation nationale sur certains points et que nous, ensuite, on développe par certains aspects des contenus, des supports de cours un petit peu dans un premier temps, entre guillemets, suggérer des usages avec des temporalités diverses, puisque peut-être qu'un professeur aura besoin de cet outil-là pour 3 mois, peut-être qu'il va le mener sur 1 an, en fonction s'il veut passer plus de temps sur du code, plus de temps sur d'autres éléments, et puis aussi en fonction de ses moyens, est-ce qu'il a des découpes laser ou est-ce qu'on fournit un kit avec tous les éléments découpés et qu'il n'y a plus qu'à l'assemblage à faire. Et l'idée, c'est que dans ces contenus pédagogiques qu'on suggérerait, l'idée c'est que les professeurs puissent se loguer à cette plateforme collaborative et toujours additionner un contenu, et ça finalement c'est un contenu que nous on récupère, qui peut être aussi un argument de vente ailleurs et qui peut permettre aussi de faire évoluer le projet. Communauté autour aussi avec du self-care. C'est quelque chose au-dessus de juste j'enseigne aux enfants, et il y a aussi une grosse valeur dans le fait que les enfants, que les élèves fassent partie d'un projet où ils sentent qu'ils ont un impact parce qu'ils sont en train de créer quelque chose. Et pour nous, c'est particulièrement également leur expertise et leur passion auprès de ces sujets qui est vraiment l'outil qui a le plus de valeur. Et puis en France, c'est quand même le fait de toucher quand même les collégiens, c'est complètement dans nos valeurs de quels sont les enjeux énergétiques de demain. Et il vaut mieux sensibiliser, on va dire, des plus jeunes. Et pour ceux qui ont une proposition que je découvre, en fait, on a un enseignant dans un collège qui a backé le projet et avec qui on est parce que quand on a compris que c'était un enseignant, on a tout de suite sauté dessus. Et on est censé travailler avec lui sur des questions pédagogiques et tout l'emballage en fait pédagogique qu'il fait